Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job, on parle de notre cerveau. L'assemblée invisible des 7 cerveaux, c'est le titre d'un livre écrit par Antoine Légony-Fialco. Il va tout nous expliquer. Il est coach, il a même créé une méthodologie, la Co-Creative Communication. Il va tout nous expliquer. Il a 7 cerveaux. Le Cercle RH, le salon de l'agriculture, a ouvert ses portes dans le calme. On parlera de notre modèle agricole. Est-il à le bout de souffle, ce modèle agricole? On fera le point avec Mathieu Brun. Il est à la tête d'un think tank, une fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, Farm. Puis nous accueillerons Dominique Boucherel. Il est le président de l'ANEFA. On parlera aussi de la bataille, du renouvellement générationnel de nos exploitations. Et on terminera notre émission avec le livre de Smart Job, Engagé pour transformer, écrit par Bernard Coulati. Il est CEO de Most Engage. Et c'est un livre, un peu une somme théologique sur la manière dont doit se régler la relation entre le DRH et les managers. On en parlera avec lui à la fin de notre émission, mais tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour partir à la rencontre d'Antoine Légony-Fialco. Bonjour Antoine. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. Executive Coaching Advisor, vous êtes auteur de ce livre que j'ai cité, L'Assemblée invisible des 7 cerveaux. On a l'impression que c'est une sorte de blockbuster américain. C'est un livre qui est une somme extrêmement creusée, travaillée. Je voudrais d'abord qu'on vous présente, parce qu'on va peut-être mieux comprendre pourquoi vous parlez de ces 7 cerveaux et que vous vous appuyez sur la neuroscience, parce que vous racontez votre parcours. Architecte, école des ponts et chaussées, Polytechnique, et puis comme vous aviez un peu de temps, vous avez fait aussi un doctorat en philosophie. Et vous expliquez très souvent, là, dans le livre, que quand vous étiez architecte, vous étiez plutôt sur le cerveau de la raison, et que vous n'utilisiez pas encore vraiment le cerveau émotionnel, et petit à petit, c'est comme ça que les choses sont nées, par vos métiers? C'est comme ça qu'est née l'aventure? Oui, tout à fait, parce que moi j'ai derrière moi 30 ans d'activité professionnelle, 20 en tant qu'architecte et multi-entrepreneur, et seulement depuis 10 ans, executive coach, avec au moins 10 ans encore pour faire fleurir et rayonner mon modèle, mon équipe. Et en fait, les 20 premières années, j'avais des situations tout à fait étonnantes. C'est-à-dire que quand je travaillais, en général, j'étais plein d'entrain, plein d'énergie. J'adorais les problèmes. Le métier d'architecte, c'est un métier assez complexe. En plus, j'avais d'autres sociétés en parallèle. Et une semaine après, je pouvais avoir les mêmes problèmes à peu près, et j'étais fatigué. J'étais épuisé. Et je me disais, c'est très bizarre, quoi. Les problèmes ne sont pas plus compliqués. Qu'est-ce qui fait que Et pourtant, je suis épuisé dans un cas, alors que d'habitude, je suis en pleine forme. Et là, vous avez creusé. Et là, j'ai commencé à creuser. C'est là que est venu le germe de tout ce modèle des 7 cerveaux, de toute la méthodologie de la co-creative communication, parce que j'ai compris qu'en fait, quand j'étais fatigué, c'est pas parce qu'il y avait des problèmes à l'extérieur, mais c'est parce qu'il y avait une partie de moi-même, qu'après j'ai appelé un cerveau, mais une partie de moi-même qui disait, il faut le faire, rationnellement, par exemple, il faut le faire. Mais une autre partie qui dit, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai juste pas envie. Et une autre partie qui le fait quand même, mais qui le fait pas bien, évidemment. Et c'est ce combat interne qui me fatiguait tellement que j'étais épuisé en fin de journée. Les 7 cerveaux, racontez-nous, parce que dans la théorie de base, dans l'évolution naturelle de la compréhension de cet outil, qui est finalement assez mal connu, in fine, c'est peut-être la partie du corps la plus complexe et la moins connue. Au départ, on a 2 cerveaux, la raison et l'émotion. Vous dites c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et encore, je simplifie. C'est-à-dire qu'on a 8 milliards de cerveaux, enfin autant que d'individus. Et quand on simplifie, tous les neuroscientifiques vont dire on simplifie un peu trop. Mais disons, en tout cas, dans l'histoire, un petit peu, si je la simplifie, des neurosciences, on a d'abord les 2 cerveaux, justement, l'émotion et le rationnel qui apparaît. Et puis ensuite, il y a cette grande mode dans les années 60 du cerveau gauche et du cerveau droit. Et puis justement, après, on peut diviser gauche-droit avec les 2 cerveaux, ça fait déjà 4. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé longtemps le cerveau reptilien, qu'aujourd'hui, les neuroscientifiques ne veulent plus qu'on appelle comme ça, mais le cerveau le plus ancien qui lui-même, si on veut le simplifier, on pourrait le diviser en gauche-droite. Et ça fait 6. Et le 7e, c'est quoi? Le 7e, c'est celui de la pleine conscience qu'introduit Kabat-Zinn. C'est en fait la conscience qu'on a 6 cerveaux. Cerveau émotionnel? Non. Un cerveau émotionnel serait pour moi un cerveau que, d'ailleurs, on trouve déjà chez certains animaux, alors que la pleine conscience, a priori, on ne la trouve pas. C'est avoir une émotion, on le trouve chez les animaux assez évolués. La colère, on peut l'avoir. La tristesse, on peut l'avoir. Donc le cerveau émotionnel est dans le limbique. Non, la pleine conscience, on ne sait pas la localiser d'ailleurs.
Mais c'est la conscience qu'on a plusieurs consciences, qu'on a plusieurs cerveaux. Mais vous êtes coach depuis plusieurs années. Alors ce livre est aussi destiné, je le précise, aux coachs, parce que vous faites aussi un certain nombre de rectificatifs. Vous dites, c'est pas parce que vous êtes dans une écoute attentive, active, sans jugement, que vous faites bien le job, que vous avez forcément atteint l'objectif. Il faut se reformer, il faut se cultiver, il faut énormément lire. Comment vous transposez, je dirais, le savoir encyclopédique que vous avez à tous ceux que vous accompagnez? Comment vous faites? Parce que il faut quand même les imbriquer, les impliquer dans cette compréhension. Ouais. Alors, j'ai offert ce livre à certains des gens que j'avais coachés, puisqu'il est paru il y a seulement quelques mois. Ils m'ont dit « Ah, mais je comprends maintenant pourquoi tu m'as posé telle question ou pourquoi tu m'as fait telle chose. » Parce que quand j'accompagne quelqu'un, je ne lui fais pas un cours. Donc maintenant, je l'invite plutôt à lire le livre s'il veut aller en profondeur. Mais tout d'un coup, il comprend certains outils que j'ai mis en place au fil des ans pour créer ce que j'appelle la co-creative communication. Vous prévenez quand même ceux qui sont les lecteurs, à la fois des coachs, mais aussi finalement ceux que vous allez ou que vous avez accompagnés déjà. Ça nécessite du travail, tout cela. C'est-à-dire qu'il faut rester en permanence connecté. Vous dites, quand on ne travaille plus, on baisse et son niveau baisse. Il faut continuer à lire, il faut lire des articles sur la neuroscience. Enfin, c'est un peu une éthique que vous développez dans ce livre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire que ma première responsabilité pour accompagner les gens, c'est que moi, j'aille bien. Que moi, je me sente bien, que je sois en paix, justement, avec mes 7 cerveaux. Et que je les nourrisse pour pouvoir, cette nourriture, la transmettre. Donc ça peut paraître égoïste quand on dit ça, mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que si je ne me sens pas bien, eh bien, la séance va moins bien se passer. Le dirigeant ne va peut-être pas complètement s'en rendre compte, mais moi, je le sens. Et aussi, si par exemple, je ne coache pas 3 jours de suite, parce que ce n'est pas une posture naturelle, eh bien, je sens que je coache moins bien. Comme un pianiste de haut niveau, c'est ce que vous dites. S'il arrête oui, c'est le pianiste. Oui, il joue moins bien. Et vous les transformez comment en quelques mots? Parce que vous partez d'un point A avec celui que vous rencontrez, vous allez l'éduquer, l'éveiller, travailler, l'écouter. Il se transforme comment? Comment vous le voyez éclore? Si il éclot. Comment je le vois? Ça se voit, en fait. Parce que c'est du langage non-verbal, c'est tout d'un coup... Ça s'ouvre. Ça peut passer d'abord par une phase d'émotion. Donc, en fait, c'est un peu une danse, parce qu'il ne faut surtout pas aller trop vite. Quand quelque chose se passe, il faut laisser le temps, la chose se passe. Et puis, peut-être un moment... faire une suggestion. Ça, c'est l'expérience du coach dont vous parlez. Ah, voilà. C'est l'empilement des expériences. C'est le chat GPT de votre cerveau, quoi. Et oui, et c'est ce qui fait que le coach débutant, il va être un petit peu mécanique, alors que le coach qui est plus virtuose, il se rend même plus compte de comment il fait. Il fait beaucoup à l'intuition. Un tout petit mot, parce qu'on a déjà débordé la co-créative. C'est ce que vous avez. C'est quoi la co-créative? La co-creative communication, c'est 8 outils, en fait plus, mais dans le livre, il y en a 8, que petit à petit j'ai élaboré dans mes 10 ans de pratique, qui se fondent sur ce modèle des cerveaux et qui sont à utiliser dans des situations particulières, en particulier sur la prise de décision. Moi, je me souviens d'une dirigeante qui m'appelle et qui me dit « Ah, il y a un chasseur de tête qui vient me solliciter. Est-ce que… » Elle est impactée. Et j'hésite, je prends ce job, elle a fait tous les entretiens, je le prends ou je le prends pas. Et elle hésite. Moi, j'ai pas d'avis. Elle reste dans son job, elle change de job, j'ai pas d'avis. Sans jugement. Et là, je l'ai mise dans une situation où elle a interrogé ses 7 cerveaux. Et elle a vu qu'il y en avait 2 qui voulaient partir, mais 3 qui voulaient rester, 1 qui voulait... Et on a fait un débat entre eux, jusqu'à ce qu'elle trouve une solution où tous les cerveaux étaient alignés, et finalement, en l'occurrence, elle est restée. Alors qu'elle partait du début de l'entretien en pensant qu'elle partait. À l'envers ou à l'encontre de son choix premier spontané. Oui, et moi, je ne l'ai pas influencée. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas d'avis. Mais elle est sortie en se disant... Ah, mais en fait, je sais ce que je veux maintenant. Et c'est elle qui avait décidé. C'est elle qui avait décidé. Souverainement. Enfin, absolument. En interrogeant ses cerveaux. Lisez ce livre, vous qui êtes des coachs, vous qui êtes des dirigeants. C'est un livre d'une très grande intelligence. L'Assemblée invisible des 7 cerveaux. Édition, alors je dis une bêtise, mais c'est Cadran Édition, parce qu'il est mis sur la 4e de couve et pas, vous avez vu sur le... Bon, c'est une subtilité. Devenir un leader inspirant, écrit par Antoine Légoni-Fialco. C'était un vrai plaisir de venir de partager ce moment avec vous, et vous reviendrez peut-être débattre avec nous lors des débats du Cercle RH. Merci beaucoup Antoine, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, on parle du monde agricole. Ils ont peut-être aussi besoin d'activer leurs 7 cerveaux, ces agriculteurs qui ont des difficultés évidemment sur leurs coûts de production, sur la manière dont ils vendent leurs produits et plus largement sur le modèle économique de notre système agricole. On en parle avec mes invités, c'est le Cercle RH, c'est le débat de Smart Job.
Le Cercle RH pour parler du salon de l'agriculture. Alors pas uniquement sur le côté folklorique de houppette, de ces animaux qui font d'ailleurs plaisir aux petits et aux grands urbains, mais pour essayer de prendre un peu de hauteur et parler de notre modèle agricole. Il y a les négociations en ce moment avec la grande distribution des agriculteurs. On a un monde agricole qui peine à dégager de la valeur et gagner convenablement sa vie. Est-ce que notre modèle est à bout de souffle? Est-ce qu'il y a d'autres modèles alternatifs qui peuvent être inventés? On va en parler avec mes invités qui connaissent bien ce sujet. Mathieu Brun, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, je précise bien, Farm, qui est un think tank de réflexion, et on parlera, j'en suis sûr, beaucoup de l'Afrique et d'autres pays, de l'Asie. Merci en tout cas d'être là. Et puis Dominique Boucherel est avec nous. Vous êtes le président de l'ANEFA. L'ANEFA qui est la structure d'accompagnement de formation eh bien de ceux qui veulent entrer dans la carrière. D'abord, juste un mot pour commencer par la France. On entre de plus en plus dans la carrière ou on entre de moins en moins dans la carrière rurale? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'attirer les talents? On en attire. Après, on aimerait en attirer plus. Mais bon, comme j'ai pu échanger en amont là tout à l'heure, on est aussi confronté aux problèmes climatologiques. Par exemple, l'an passé, avec, disons, les fortes précipitations, comme on a pu connaître cet hiver, des dégâts sur les cultures, donc automatiquement... Sur les volumes sur les volumes. Donc ça a pu toucher certaines régions, ça a pu toucher certains secteurs d'activité. Donc moins de demandes de saisonniers sur certains secteurs. Oui. Mais après, au niveau des travailleurs permanents, on est en demande continue, d'autant plus, comme c'est mis en avant depuis le début du salon et depuis aussi l'année dernière, on est touché par le renouvellement des générations qui n'est pas propre à l'agriculture. Départ en retraite, reprise de ferme. Voilà, c'est ça. La pyramide des âges, je dirais, touche tous les secteurs d'activité. Bon, c'est mis en avant un peu plus pour les exploitants agricoles parce qu'ils sont plus de 50% à partir là dans les. C'est vrai pour les salariés, évidemment. Et c'est vrai aussi pour les salariés. D'ailleurs, on a eu des chiffres de la mutualité sociale agricole dernièrement parce qu'on les avait demandés et ça touche aussi 40% des salariés qui sont en CDI ou sur des contrats à moyen terme. Donc on est tous impactés justement par ce phénomène-là. Mathieu Brun, je vous pose la question directement. Vous êtes un chercheur, vous observez les modèles, pas que le modèle français, on l'aura compris. Est-ce que notre modèle est à bout de souffle? Et je repose une autre question. De quoi notre modèle est-il malade? Alors, je ne suis pas sûr que le modèle soit vraiment malade, parce que c'est une richesse énorme. On a parlé des agriculteurs, des salariés, mais si on regarde bien qu'au niveau de l'Union européenne, c'est 30 millions d'emplois dans le secteur agricole et agroalimentaire. Donc, c'est un secteur qui embauche, c'est un secteur qui attire aussi. Moi, je suis d'une génération, je commence à me rapprocher dangereusement de la quarantaine, mais je vois toutes ces formations où on mêle aussi environnement, agriculture. Et donc, on a aussi plein de forces vives pour renforcer le modèle agricole français et ailleurs dans le monde. Donc, l'effet loupe des manifestations d'il y a quelques mois avec la coordination rurale, avec la FNSEA, avec ces gens qui sont allés jusqu'à renverser les barrières au salon. Et c'est quoi? C'est un effet loupe un peu exagéré par les médias ou il y a quand même une crise du modèle agricole? Je pense que quand on veut s'installer en agriculture ou travailler dans le monde agricole, il y a 3 éléments clés. C'est le revenu qu'on peut dégager de ça. Ça, c'est un élément important. Ça, c'est vraiment fondamental. Il y a d'autres facteurs qui contribuent, notamment le rendement. Est-ce qu'on produit suffisamment? Est-ce qu'on peut produire plus? Et puis après, il y a Et avec quel produit? Et avec quel produit? Et puis après, il y a l'outil productif qu'on a, notre terre, notre élevage, notre industrie agroalimentaire, etc. Donc on était plutôt à un moment où on avait besoin d'une boussole un peu forte sur quelles étaient les orientations que les modèles agricoles en France, en Europe. On a eu le Green Deal, on a eu un petit peu de flottement. Et puis on était aussi une année électorale, il ne faut pas l'oublier. On est un peu revenu en arrière sur le Green Deal, parce qu'on a vu un monde agricole, excusez-moi, vous êtes en première ligne, qui a dit, attendez, arrêtez les normes. Et dans les normes, il n'y avait pas que les normes bureaucratiques, il y avait aussi les normes environnementales, vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'en même temps qu'on combat, on recule aussi sur un certain nombre de sujets, notamment sur les normes environnementales, et on voit d'ailleurs une filière bio qui est doucement mais sûrement en train de mourir. Après, même si je ne suis pas expert en la matière, mais je côtoie au quotidien quand même le monde agricole, parce que je suis quand même actif et salarié en service de remplacement, donc je connais un petit peu ces problématiques-là, mais je dirais que si le bio est un peu mis de côté, c'est que c'est un peu moins bien accompagné, et malheureusement, parce que c'est aussi, les politiques prennent des décisions, mais le premier des politiques, c'est le consommateur. Le consommateur
il a beaucoup consommé, où il y a eu une progression importante suite au Covid. Et depuis le Covid, il y a eu l'inflation. On sait qu'aujourd'hui, le consommateur, le panier de la ménagère, c'est plus la même représentation qu'on pouvait avoir au début des années 70. La priorité, ce n'est plus l'alimentation. Donc pour certaines personnes qui ont des ressources limitées, vont aussi faire attention à ce qu'ils consomment. Et souvent, la variable d'ajustement, c'est le prix de l'aliment. Et le prix, si on veut avoir un aliment de qualité, soit on consomme un petit peu moins et on continue d'avoir un budget équivalent, c'est le sujet. Soit on consomme autant, mais la variable d'ajustement... le produit de moins bonne qualité. Voilà, et on a un produit de bonne qualité. Mathieu Brun, on parlait de ce modèle. Vous dites qu'il n'est pas si malade que ça quand on regarde en termes macroéconomiques sur le nombre de personnes qui vivent de la terre. Et on a le sentiment en même temps que le système des centrales d'achat, ce système de marché mondial de certains produits de subventions européennes a totalement, je dirais, brisé, transformé le rapport qu'avait le paysan avec sa terre, puisqu'on a l'impression que certains sont devenus des industriels de la terre plus que des paysans. Parce qu'il y a un vrai débat sur les mots. Vous êtes d'accord avec ça ? Il est certain qu'on voit, on en parlait juste avant d'ailleurs en coulisses, une évolution du métier d'agriculteur, une évolution de l'organisation du travail avec l'importance du salariat. C'est pas Dominique qui va me contredire. De la technologie qui est arrivée ? De l'introduction de la technologie, donc de maîtrise de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. J'en suis sûr qu'on va en parler vu l'émission. Mais effectivement, on a aussi une situation de politique de politique publique, qui accompagne vraiment, etc. Mais j'insiste aussi sur un point. Nous, on le voit aussi sur des terrains, notamment en Afrique subsaharienne, à l'importance de penser vraiment filière. Il n'y a pas que l'agriculteur ou son salarié, qui est très important, mais il y a aussi le consommateur et au milieu tous les outils industriels qui créent de la valeur. Vous faites la même chose en Afrique parce que c'est intéressant. Il y a quand même aussi un débat aujourd'hui en Afrique sur la manière dont on va cultiver la terre. Soit on industrialise la terre, soit on crée, comme en France d'ailleurs, des circuits courts. Comment ça se pratique ? Alors c'est assez intéressant de voir une coexistence de modèles. On voit des grandes centrales d'achat, on voit des grands supermarchés, mais on voit aussi des systèmes de participatifs, de garanties par exemple, sur l'origine, sur la traçabilité. Parce que la vraie question aujourd'hui qui se pose, on l'a vu en Chine au moment des scandales sur le lait, c'est la question de la traçabilité. Les gens ont aussi peur de ce qu'ils consomment parce qu'ils sont de plus en plus distendus de leurs liens. On parle d'enjeux de renouvellement des générations en France et en Europe, mais on trouve la même question avec des agriculteurs qui, peut-être moins vite, mais aussi sont plus vieillissants, qui s'approchent de l'âge de la retraite avec des enjeux d'accès, d'attractivité du métier, y compris dans des zones où l'agriculture était le seul métier qu'on connaissait. Vous dites paysan, vous dites agriculteur, vous dites industriel de la terre ? Je dirais que ce sont trois métiers différents. Voilà, oui et non, parce qu'ils s'y retrouvent à un moment donné. Je dirais que originellement, c'est plus paysan, parce qu'on est l'artisan du paysage et de tout ce qui construit le paysage. Ça a changé quand même. Oui, c'est sûr, parce que quand on entend, parce que c'est pareil, on a des détracteurs aujourd'hui de la production animale, mais si on veut, parce que faut dire que aussi une force économique qu'on a en France, c'est le tourisme et l'agrotourisme, et si l'agriculture disparaît, on va avoir du mal aussi à conserver l'attractivité de nos paysages et de notre environnement. Mais vos salariés, parce que vous les fléchez, ils se forment au sein de la NEFA, ce sont les circuits de formation. Ils veulent aller où ? Ils veulent aller dans les grandes latifundias, j'utilise un mot qu'on n'utilise pas en France, ou ils veulent plutôt aller sur des agriculteurs qui sont plus des artisans de la terre ? On a de tout, parce que on a des gens qui sont attachés, et puis on est encore malheureusement, ou je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tous les cas, au niveau de la formation agricole dans les lycées agricoles, on est encore sur des bases productivistes, en quelque sorte. Issu du général de Gaulle, il faut nourrir la France. Exactement. Bon, il y a des filières bio et tout ça, ça se fait, mais la base, c'est surtout c'est produire, principalement. Après, il y a des gens, et puis je dirais c'est le commun des mortels, chacun a sa fibre, et au fil de son expérience,
les gens se dirigent vers tel ou tel circuit. Mais Mathieu, On demande aussi aux producteurs de ne faire pas que produire. On lui demande d'entretenir le paysage pour l'agrotourisme, pour de l'environnement. proposer des produits sans trop de pesticides. Pour des produits plus durables sur le plan aussi environnemental, durables sur le plan social. On parlera peut-être de pénibilité. Sans mettre sa santé en danger. La santé du producteur et la santé des consommateurs, la santé de l'environnement, ce concept de santé globale. Mais j'insiste aussi par rapport à ce que disait Dominique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouvelles compétences, les nouveaux métiers dans le secteur agricole, dans ces modèles qu'on décrit comme peut-être agroécologiques, biologiques, donc moins conventionnels, c'est hyper dense en compétences, hyper dense en ressources humaines. Évidemment. Et donc il faut apprendre des nouvelles choses, il faut cultiver. Donc tous ces salariés-là sont aussi présents pour ça. Vous aviez monté une conférence que j'ai trouvée passionnante. Je ne l'avais pas vue, mais j'ai repris des documents. Selon un rapport de la FAO, ça s'est tiré de vos documents du PNU et du PNUD, 87% des 540 milliards de dollars de soutien aux producteurs agricoles, composés de mesures souvent inefficaces et inéquitables, qui engendreraient des distorsions dommageables à l'environnement. C'est pas terrible pour le monde agricole, c'est pas bon pour la terre. Pourquoi on continue ce modèle? Alors ce chiffre, il illustre aussi ce qui se passe dans le monde. C'est global, hein. C'est global. C'est-à-dire, vous avez des ça pays touche l'Europe, ça touche la France. comme l'Union européenne, comme les États-Unis, oui. Australie, qui subventionnent massivement leur agriculture. On est à 1500 fois plus de soutien pour un agriculteur européen qu'un agriculteur d'Afrique de l'Ouest. C'est clair. Donc je ne suis pas en train de dire que les subventions, c'est pas bien, parce qu'on en a besoin d'accompagner les producteurs. Oui, mais inéquitable. Par contre, effectivement, inéquitable, parce qu'elles ne vont pas jusqu'aux producteurs, elles ne conduisent pas aux producteurs à pouvoir faire les bons investissements au bon moment, et elles sont néfastes à l'environnement. Alors après, c'est des économistes qui passent ça dans des modèles, mais force est de constater que assez peu et encore je trouve qu'en France et au sein de l'Union européenne, on a des modèles qui orientent les soutiens publics vers la transition, même si c'est vrai que les baisses de l'aide sur le bio sont problématiques. On est d'accord. On a quand même une marge de progrès assez importante là-dessus. Je vous ai vu lever les yeux au ciel, parce que je dis c'est inéquitable et inefficace. 540 milliards, ça c'est le chiffre mondial porté par Farm. Vous le contestez, ce modèle de subvention inéquitable? Non, mais en fait... On vit de quoi? De subvention ou de ce qu'on travaille de la terre? Ce qui a été mis aussi en avant l'an passé à travers les manifestations, c'est que en France, entre autres, mais en Europe en général, on veut vivre de la terre. On met beaucoup de normes, mais on ne rétribue pas les produits à sa juste valeur. À la hauteur de l'effort fourni. Je pense qu'en général, les agriculteurs, ils ne sont pas contre une normisation de certaines choses, mais derrière, il faut que les produits soient valorisés au juste prix. Et vendus au juste prix. Voilà, c'est ça. Et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bio et à la diminution de la consommation du bio. Merci messieurs d'être venus nous éclairer. Allez voir ce think tank Farm, parce qu'il est au-delà, vous avez vu, la photographie est beaucoup plus large, elle est mondiale, avec des études qui sont passionnantes, et justement sur l'agroécologie et sur toutes les manières de cultiver plus dignement, enfin en tout cas avec moins de produits chimiques, la terre et donc les aliments qu'on consomme. Merci Dominique Boucherel. L'ANEFA, allez sur le site, c'est un site très dynamique qui donne envie, j'imagine, aux jeunes urbains. On les appelle les MINA, c'est ça, les NIMA. Les NIMA. Voilà, les NIMA. J'adore cette expression. Les non issus du milieu agricole. Dont vous êtes d'ailleurs Dominique Boucherel. Merci Mathieu Brun, vous êtes directeur de recherche à Farm, chez Farm. Merci de nous avoir rendu visite et puis bon retour sur le salon de l'agriculture. Merci. Porte de Versailles, où c'est plus calme. Il n'y a pas de barrière qui tombe, il n'y a que Houppette qui est admiré par tous les Parisiens et Parisiennes. Merci à vous deux. Merci. On tourne une page et on s'intéresse à notre invité qui parle management et DRH. Et c'est un livre passionnant, c'est Fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi et on termine avec le livre de Smart Job, un livre qui est une véritable somme des milliers d'heures de travail pour arriver à ce livre engagé pour transformer. Donc c'est un livre global, c'est un livre 360 écrit par Bernard Koulatic, je salue. Bonjour Arnaud. Merci Bernard d'être là, manager et DRH, coproducteur d'une nouvelle fonction humaine, 60 autodiagnostics inclus. Vous avez été DRH pendant plus de 30 ans. Absolument. Et puis vous accompagnez aujourd'hui comme consultant vos clients et mes élèves. Et vos élèves, parce que vous êtes évidemment professeur. Vous accompagnez vos élèves et puis ce livre aussi est destiné aux DRH et aux managers, parce que c'est intéressant aussi qu'ils le lisent. Vous dites, dès le début, dans l'avant-propos, j'ai l'impression que ça dit quand même l'esprit.
le paradoxe de ces transformations sont nombreux. Chacun veut être soi au travail et en même temps s'en protéger. Les managers opérationnels peinent à trouver la ligne de crête entre la bienveillance et l'exigence. Les organisations sont challengées pour produire de la diversité tout en alignant un collectif autour d'une vision, et les professionnels RH doivent, dans le meilleur des cas, dépasser la posture du business partner. En un mot, dès le début du livre, vous nous dites, en fait, c'est un casse-tête. Mais oui, parce que l'humain, c'est pas les RH. L'humain, c'est une somme, c'est très systémique. J'aime bien le mot systémique, je le mets à toutes les sauces. L'humain, c'est à la fois la propriété du manager qui gère son équipe, du dirigeant qui va imprégner une culture et des valeurs pour l'entreprise, et puis du RH, évidemment, des RH qui font ce qu'ils peuvent, j'allais dire, là où ils sont, avec leur politique, leur processus, leur business partner, leur posture de business partner, pour aider à tout ça. Et donc, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est vraiment remettre toutes mes convictions depuis toutes ces 30 ans, parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai travaillé pour des boîtes extraordinaires. Danone, Danone, Pernod Ricard, qui avait une vision sociale très très forte, portée par les dirigeants. Donc, quel est le message que vous dites? Vous dites la génération Y, là. Il y a la génération Z. Vous parlez beaucoup de la génération Y. Oui, oui. On est dans un choc générationnel. Absolument. Est-ce que les modèles que vous avez appris il y a 30 ans sont des modèles applicables aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut réinventer la relation au manager? Eh bien, je crois que les modèles de la génération Y ont été transmis ou mal transmis à la génération Z, comme on dit aujourd'hui, en attendant la alpha qui va arriver. Je crois que la notion, par exemple, si on prend les RH, la notion de RH business partner, qui a été vraiment, c'est la génération X avec moi qui a commencé, puis les Y qui ont porté ça. À une époque, les RH n'étaient pas du tout business, donc j'étais psycho, juridique, etc. Directeur du personnel, etc. Et ça avait sa valeur à cette époque-là. Il faut resituer dans le contexte. Il ne faut jamais trop jeter ce qu'on a fait avant. On s'est appuyé sur ça. Absolument. Mais le business partner, moi, je trouve personnellement qu'on est allé trop loin. Et aujourd'hui, être un simple business partner, ça ne suffit pas. Si on est un business partner pur et dur, on est un serviteur servile du business. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de challenger le business. Moi, je viens d'une école qui m'a appris, c'est les Ribou chez Danone, ça il y a très longtemps. Le RH, c'est aussi un poil à gratter, c'est un emmerdeur au quotidien, un petit peu, dans le bon sens du terme. Donc il ne laisse pas le business filer. Et oui. Il dit, attendez, c'est fait avec des humains. Et puis il dit non aussi, il garde le temple. Que je dis souvent, business partner et gardien du temple. Dans les paradoxes, il y a aussi ça. Il faut servir le business, mais pas à n'importe quel prix. Mais ça oblige quand même une relation forte entre les top managers et le DRH. Absolument. Et que le DRH, excusez-moi, soit suffisamment légitime dans le COMEX et la structure pour porter la parole. Enfin, c'est un sujet quand même, ça. Et oui, et donc on a longtemps cru que le DRH, c'était... Alors il y avait un strapontin dans le comité de direction, donc il n'y a pas beaucoup de DRH qui ne sont pas au COMEX aujourd'hui. Hein, mais ce n'est pas parce que vous êtes au COMEX... C'est pas parce que vous êtes CEO, vous avez du leadership. C'est pas que parce que vous êtes au COMEX que vous êtes un bon DRH qui a du pouvoir. Mais quel conseil il faut le mériter à ces DRH? Je pense que les DRH, à mon avis, toutes ces années, moi je suis parti 10 ans en Asie, je suis revenu en France, donc j'ai vu des changements et des choses qui n'ont pas changé. Et dans ce qui n'a pas changé, je trouve, c'est qu'on est trop orienté process. Je trouve les DRH actuels, y compris la jeune génération, trop orientés outils, process, dashboard. L'engagement, c'est tout sauf des tableaux de bord. C'est du quotidien avec les managers, c'est du terrain, c'est challenger sur le terrain, c'est être business partner au quotidien. Page 223, quel rituel pour améliorer la capacité de l'équipe, quel rituel pour travailler de façon plus saine? Et vous le dites, on oublie les process. Communication orale, limiter le courriel à 3 lignes, par exemple, fluidifier la relation, absolument. se parler, aider les managers à gérer leurs équipes, à piloter l'engagement dans leurs équipes. L'engagement, c'est pas l'enquête d'engagement. Parce que les DRH, quand je parle aux DRH caché derrière l'enquête, parlez-moi de l'engagement, ils me sortent leur enquête, mais c'est pas la question. Cette enquête, c'est une enquête de satisfaction plutôt, d'opinion, d'humeur, des clients en fait, d'humeur, du moment. L'engagement, c'est pas ça. L'engagement, c'est la connexion émotionnelle au quotidien, c'est l'absentéisme, c'est le présentéisme toxique. Les gens qui sont pas engagés mais qui restent, il n'y a rien de pire que ça. Et on confond la rétention. Alors on retient des gens qui ne sont pas engagés parce qu'on a des problèmes. Et ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut laisser partir. Bon, on fait un peu l'inverse parfois de ce qu'il faudrait faire. Donc j'essaie de remettre un peu d'ordre, de redéfinir. Vous avez bien choses. fait. Bernard Coulati, juste d'un mot parce qu'on va être en retard. Combien d'années vous a pris l'écriture de ce livre? Parce que c'est une somme. Honnêtement, quelques mois. Puisque en fait c'est la somme de tout ce que j'ai fait pour mes étudiants. Donc c'est le livre d'une vie en fait. C'est plutôt un Lego, on va dire. C'est ça. Voilà, c'est un Lego, un Rubik's Cube comme vous voulez, de plusieurs années. Merci Bernard Coulati, engagé pour transformer votre livre, édition EMS Management et Société. C'est votre livre. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. Nous sommes très en retard. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.